Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. C'est bientôt le printemps et donc le moment de s'occuper des arbres fruitiers. Notre magazine On Tour vous emmènera à la rencontre des arboriculteurs. Vous allez aussi faire la connaissance de nos deux invités, Julie et Céline. Bonjour. 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 Alors, toutes les deux, vous êtes kinés et fans de sport et vous vous lancez dans une aventure, le Raid Amazon. Vous allez nous raconter tout ça dans cette émission. On parlera aussi de sport, mais version olympique avec Marie-Morgane. Coucou. Salut. Et puis, côté actu, le budget du CIDEM sera-t-il voté? Verdict lundi prochain. Mais vous pourrez vous faire déjà une première idée en regardant le reportage consacré au rapport d'orientation budgétaire qui s'est déroulé hier soir. C'est tendu entre les profs de maths et la députée. Vous verrez dans cette émission des extraits de leurs échanges. Et en ce moment, les coups de grogne sont légion. Exemple du côté des auto-écoles. Laurie, bonjour. Est-ce que tu peux nous résumer la situation ? Alors effectivement, les moniteurs et les gérants des auto-écoles sont mécontents. Il y a 23 mesures dans la réforme du permis de conduire, parmi les plus importantes. L'augmentation des plateformes de code en ligne, le prix du permis de conduire qui pourrait être revu à la baisse. De plus, avec un nouvel agrément national, les auto-écoles ne sont plus obligées d'avoir un local commercial fixe, ce qui devrait ouvrir la voie aux indépendants et mener à une ubérisation de la profession. Donc vous pourrez voir dans un reportage tout à l'heure tous ces éléments et tu pourras t'entretenir avec un moniteur de l'auto-école Genft. D'accord, merci beaucoup Laurie, merci à Uranie aussi au cadrage. Et avant de plonger donc au cœur des préoccupations des auto-écoles, on regarde un aperçu de l'actu en 60 secondes. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Rapport d'orientation budgétaire hier soir au CIDEM. Il a été revu et corrigé à la baisse. 80 000 € en moins pour la communication et 213 000 € en moins d'investissement. Parallèlement, les contribuables devront subir une hausse des taxes. Une annonce qui a fait grincer des dents. Le vote du budget aura lieu lundi prochain. Les impayés de pensions alimentaires, une plaie chez certains couples divorcés. Pour améliorer leur recouvrement, une table ronde était organisée au tribunal de grande instance de Sarreguemines. Y participaient des responsables du TGI, de la CAF ou encore des travailleurs sociaux aguerris à ce type de problématique. Ensemble, ils ont fait part de leur expérience et échangé sur la manière d'améliorer le recouvrement des impayés de pensions alimentaires. La toiture du restaurant scolaire, situé rue de l'École à Petit-Réderchin, est clairement endommagée. Des infiltrations d'eau ont été observées. La toiture va être rénovée et isolée très prochainement pour un montant de 34 996 €. Oui, au covoiturage. Rimelin aménage 3 places de parking qui y seront dédiées. Elles seront dans la Grand Rue. Le covoiturage est très utilisé dans la commune selon la mairie. En cause, les travailleurs frontaliers du secteur. Le parking de la Salzbrück, souvent saturé, ne suffisait plus. Le nouveau parking doit être accessible dans quelques semaines. Régulièrement, ils se retrouvent à la médiathèque pour converser en français. Une vingtaine de personnes venues des États-Unis, du Sri Lanka ou même d'Albanie. Actuellement, elles sont au cœur d'une exposition de portraits dans le hall d'accueil, accompagnée de la présentation de l'histoire de chacun d'eux. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. Et côté ciel, voici les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, les nuages seront très nombreux en début de journée. Ils apporteront des averses qui se feront de plus en plus nombreuses au fil des heures. Le vent sera à nouveau assez fort avec des rafales à 75 km/h. Les températures seront comprises entre 0 et 10 degrés. Demain, nous serons le mercredi 13 mars et nous fêterons les Rodrigues. Le soleil nous accompagnera de 6h48 à 18h33. L'image du jour nous est envoyée aujourd'hui par Norbert Schneider. Il a rencontré un magnifique faucon crésselerette. Merci à vous. Vous pouvez vous aussi nous envoyer vos images par mail ou sur notre page Facebook. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005.
La réforme du permis de conduire fait beaucoup parler d'elle. De nombreux moniteurs et gérants d'auto-école sont en désaccord avec les mesures qui ont été proposées par le gouvernement. Ce matin, Laurie Couteau et Uranie Tozic ont suivi la monitrice de l'auto-école Genft et son élève lors d'une leçon de conduite pour comprendre l'importance d'une séance et ce qui est abordé. Donc quand tu arrives à une intersection, pose-toi toujours la bonne question, est-ce que tu vois ou pas? Si tu ne vois pas, on ralentit, on rétrograde et on passe sur un rapport de vitesse inférieure. Donovan a quelques heures de conduite au compteur. Aujourd'hui, il passe sa leçon avec une de ses monitrices habituelles. Cela lui permet d'avoir un suivi régulier et des conseils. Il y a des conseils personnalisés, comme moi pour la vue, j'arrive pas trop bien à regarder encore du côté droit. Et elle m'apporte tout ça pour que j'arrive de mieux en mieux à rouler une voiture. La réforme du permis de conduire pourrait entraîner une augmentation des plateformes de code en ligne. Un problème que soulignent les auto-écoles. Mais un code, c'est quoi? On va répondre à des questions, c'est de l'ETG, c'est très général, mais on ne vous apprendra pas le code de la route proprement dit, ce qui se passe donc sur la route. Et donc ces élèves qui vont peut-être payer 28 € leur code, quand ils vont arriver en voiture, ils ne sauront rien. Et donc le temps, l'argent qu'ils penseront avoir gagné autrement, ils vont le repayer finalement en leçon de conduite, parce qu'il va falloir revenir sur certains points. Par exemple, le déchiffrage de la signalétique est de moins en moins abordé. De plus, ces plateformes ne permettent pas un suivi régulier de l'élève. Il progresse donc moins vite. Vous allez avoir une fois un moniteur, vous allez pouvoir choisir un autre moniteur. Et le souci à ce moment-là, c'est est-ce que vraiment ça sera adapté à chaque élève? Parce que là, nous, les élèves, on est une petite structure, on les suit, on les connaît. On sait leur vécu aussi, on sait un élève qui va avoir un accident de la route, il ne va pas réagir de la même manière qu'un autre élève. La plateforme, qu'est-ce qu'elle leur saura de tout ça? Rien du tout. À noter que le taux de réussite des candidats libres est de 30% contre 60% pour les candidats ayant eu un suivi complet. Et on est maintenant en liaison avec Fernand Genft, moniteur d'auto-école. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être en direct sur Mosaïque Cristal. Racontez-nous, qu'est-ce que vous pensez des mesures qui ont été proposées dans le rapport de la réforme? Alors pour le moment, je peux vous dire que je n'aime pas du tout ce qu'on nous propose. On nous parle toujours de la même chose, le permis est trop cher. Mais qui a renchéri le prix du permis? Ceux-là même qui dénoncent la chose aujourd'hui. Je m'exprime. Actuellement, pour passer les épreuves théoriques, il faut payer 30 € pour pouvoir le passer. Ça se passe à la poste ou éventuellement au contrôle technique. 5 élèves sont installés dans la salle avec une tablette. L'examen dure environ 20 minutes, comptant encore 10 minutes pour l'installation, ce qui fait 30 minutes. Alors, si vous pensez compter 30 € multiplié par 5 élèves, ça fait 150 € pour une demi-heure de travail. Alors que nous, on demande 42 € TTC pour une heure de conduite, cherchez l'erreur. Alors ça, c'est par rapport au prix, mais quelles sont vos craintes concernant votre métier et votre école, votre auto-école avec cette réforme? Eh bien, on nous parle de plus en plus de faire le code en ligne ou éventuellement les leçons de conduite par des plateformes. Comme dit auparavant, c'est que les élèves vont pouvoir contacter directement la plateforme et ensuite on enverra un moniteur X, le lendemain le conducteur Y et 3 jours après le conducteur Z. Chacun a sa façon de faire, donc le résultat ne sera pas forcément probant. L'agrément national, pour vous, qu'est-ce que ça va changer? Alors, actuellement, pour ouvrir une auto-école, il faut avoir un agrément. Avant d'avoir l'agrément, il faut passer à un stage de réactualisation des connaissances. Ensuite, on obtient l'agrément. On doit avoir un local aménagé, comme ici, avec des chaises, des tables, du matériel de projection, les DVD, etc. Un simple DVD nous coûte entre 120 et 150 €. Alors que par la suite, les plateformes n'auront pas besoin de dépenser tout cet argent et tout cet aménagement.
Pour vous, il n'y a aucun point positif en fait dans cette réforme? Le point positif que je pourrais relever, c'est qu'on propose éventuellement le passage du permis à 17 ans pour des jeunes ayant passé la conduite accompagnée et ayant obtenu fait 3000 km. Donc des avantages surtout pour vos clients. Merci beaucoup en tout cas Fernand Genft d'avoir témoigné dans notre émission. Il y a d'autres professions qui s'insurgent contre des réformes. C'est le cas des enseignants contre la réforme du lycée et notamment les profs de maths. Il y a une semaine, jour pour jour, Serge Hermis, professeur de mathématiques au lycée Jean de Pange, était sur ce plateau et une phrase qu'il a prononcée dans notre émission a entraîné l'intervention de la députée Nicole Triss au lycée Jean de Pange à Sarreguemines. Guillaume Dumonteil était sur place. Pas de maths du tout dans le tronc commun obligatoire Aucunement, pas de maths du tout, hein, c'est terminé. Voici l'objet du litige et de cette réunion parfois tendue, parfois apaisée, entre ces professeurs de mathématiques du lycée Jean de Pange et la députée de l'arrondissement Nicole Triss. Il y a eu une interview faite sur le plateau de Mosaïque et que vous parliez entre autres de la réforme du bac et qu'effectivement vous aviez dit qu'il n'y aurait plus de maths du tout en seconde, première, terminale. Une information erronée. Serge Hermis indiquait simplement que la discipline mathématique en tant que telle ne figure plus dans le tronc commun de la classe de première dans le projet de réforme du lycée actuellement à l'étude. Mais par contre, il y aura des mathématiques appliquées dans l'enseignement scientifique qui figure dans le tronc commun. C'est sans doute plus adapté au monde actuel que de faire purement des maths comme on l'a connu il y a 30 ans, pour des carrières qui ensuite, dont on n'a pas besoin. L'association des professeurs de mathématiques estime qu'on n'aborde pas des thématiques mathématiques, on ne fait pas des mathématiques. On va retrouver quelques formules, quelques fractions, des choses du primaire et du collège, mais ce n'est pas des mathématiques pour préparer le futur des lycéens en post-bac. Cependant, dans ce projet de réforme du lycée, les élèves de première auront la possibilité de choisir une spécialité mathématique, mais elle est jugée trop difficile par les professeurs. On va écœurer les élèves. Malheureusement, ils vont devoir subir 4 heures où ils ne vont pas réussir à suivre, avoir des mauvaises notes qui vont compter pour le bac. Et on aura plus d'élèves parce qu'il y a, suite au conseil de classe de seconde, il y a énormément d'élèves qui vont prendre la spécialité mathématique alors qu'ils n'en ont pas le niveau. On les a alertés par rapport au programme de mathématiques dans cette spécialité. Donc ça va poser de réels problèmes. Les professeurs souhaitent que la spécialité mathématique qui sera proposée soit plus abordable pour les élèves et qu'en parallèle, une option maths experte soit créée pour les lycéens doués en la matière. Calcul d'apothicaire et équations mathématiques insolubles. Est-ce que vous connaissez le slogan du SIDEM? Nos déchets ont de la ressource. Oui, mais ils ont aussi un coût. Et le vote du budget du SIDEM devient un exercice de plus en plus périlleux. Celui de 2019 aurait dû être voté le 13 février, mais il a été reporté à lundi prochain. Hier soir, le comité syndical était réuni au siège du SIDEM à Morsbach pour le rapport d'orientation budgétaire. Reportage. Qui sont totalement infondés et... Second rapport d'orientation budgétaire 2019. Une singularité rendue nécessaire par le report du vote du budget. On avait fait notre DOB en se basant sur des augmentations de tarifs, etc., sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. On avait dit qu'on allait demander les aides de l'État, de la région, etc. Et donc, plutôt que de voter le budget sur une situation, je dirais, non consolidée, on a préféré reporter. Le délai maximal de 2 mois entre le ROB, qui a eu lieu initialement le 19 décembre, et le vote du budget n'étant plus respecté, le SIDEM a procédé en comité syndical à un nouveau rapport d'orientation budgétaire, revu et corrigé à la baisse, avec par exemple 80 000 € de moins en communication, notamment par la suppression du JT SIDEM, et 213 000 € de moins en investissement. Conscient que l'impact financier sur le contribuable ne serait pas neutre, nous avons réduit au maximum les dépenses de fonctionnement. En investissement, nous n'avons inscrit que les projets déjà engagés, ainsi que les aménagements indispensables à la sécurité du personnel et une réduction rapide du coût d'exploitation.
nous avons pris la décision d'assumer une augmentation qui nous permettra de ne pas nous retrouver en fin d'exercice prochain avec la même problématique déficitaire que les années précédentes. Même en adaptant les tarifs au coût réel des prestations, notre situation financière ne sera saine que lorsque nous aurons retrouvé un fonds de roulement pérenne. Comment pouvoir croire? Vous savez, on avait voté un apurement. C'est exactement ce que j'allais dire. Et quelque part derrière, il n'y a rien. Non, on a voté un apurement sans oser prendre, je dirais, sans avoir le courage de voter plus que l'apurement pour justement partir sur une base saine. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, parce que non seulement nous avons voté l'apurement, mais nous avons augmenté les tarifs de manière à, alors si je dis maintenant se constituer une réserve, ça, tout le monde va dire vous n'avez pas à faire de réserve, mais au moins à avoir un minimum de réserve pour nous permettre de ne pas nous retrouver en fin d'exercice avec de nouveau des arriérés comme on l'avait jusqu'à maintenant. Si j'ai bien compris, c'est la dernière augmentation que nous administrons au rang. Tu as bien dit que c'est la dernière augmentation pour apurer les comptes. Concernant l'incinération, on a un contrat qui court sur 4 ans. Au bout des 4 ans, quand on voit ce qui se passe tout autour, d'ailleurs on reviendra dessus aussi là tout à l'heure sur les enjeux pour le futur justement, quand on voit les augmentations de l'offre et de la demande, ben les prix sont en train de monter. Donc c'est sûr que le jour où on renégociera un contrat, pas cette année, parce que cette année on a un contrat qui est stable, mais dans 2 ans, entre 3 ans, ben il y aura de nouveau une augmentation certaine. Les gens, à un moment donné, vont dire on ne trie plus. Et surtout, ils vont dire on ne paye plus. On n'aurait pas ce débat contradictoire et ces tensions si la gestion avait été saine depuis le début. Le rapport d'orientation budgétaire se voulait express et basé uniquement sur les modifications. Il aura finalement duré plus d'1 heure. Et encore, le cas de la société d'économie mixte Cidem Développement ne sera tranché qu'en avril, après le vote du budget, aux grandes dames de certains. Non, parce que... Le rapport d'orientation budgétaire n'appelait pas un vote. Les élus trancheront lundi prochain sur le budget 2019 du Cidem, sur fond d'élections municipales toutes proches. Et puisqu'on parle d'élus, ceux du Pays Beach se penchent sur la médecine du futur. Face à la désertification médicale qui touche le secteur, la télémédecine pourrait permettre de pallier certains problèmes. Tout un aréopage de maires et conseillers se sont rendus à Strasbourg, à l'IHU, l'Institut hospitalo-universitaire, une plateforme d'innovation spécialisée en chirurgie guidée par l'image. Reportage. Sur certains cours, c'est même plus que ça. Petite visite de prestige pour des élus du Pays de Beach. Ceux-ci ont investi les locaux de l'IRCAD, l'Institut de recherche contre le cancer de l'appareil digestif, connu pour ses prouesses d'opérations chirurgicales à distance. Le lien entre l'Est de la Moselle et cet institut à la pointe de son domaine est l'IHU, l'Institut de chirurgie guidée par l'image, avec lequel les élus souhaitent travailler pour mettre en place une plateforme de télémédecine. Mais attention, l'idée n'est pas d'opérer depuis Strasbourg et encore moins de remplacer les derniers médecins encore présents au Pays de Beach. L'objectif à terme, c'est que les patients puissent avoir accès aux soins plus facilement. Donc c'est un appui grâce aux technologies numériques, au système de soins actuel pour le rendre plus efficient, pour avoir une organisation peut-être un peu plus réactive et qui permette de redonner, ou de compenser et d'avoir un accès aux soins plus performant. C'est pas du tout remplacer le médecin ni l'hôpital, c'est de voir comment on peut compenser avec ces apports des technologies aujourd'hui qui existent et de l'innovation. Le but de la journée était donc de faire découvrir des solutions d'e-santé, du suivi post-opératoire à la télésurveillance médicale ou encore le suivi du patient diabétique. C'est au cours d'une conférence tenue par les médecins strasbourgeois que les élus ont pu découvrir une plateforme d'innovation permettant d'accéder à cette expertise médicale à distance. Une technologie qui pourrait être un outil face à la désertification médicale. Toutefois, si la technique intéresse, le projet n'est qu'à ses prémices. La question du financement, par exemple, n'a pas encore été évoquée. On n'est pas au stade où on a chiffré. Pour le moment, c'est de dire comment on va organiser tout ça par rapport au territoire et qu'est-ce qu'on va construire pour avoir un service de soins et un service de santé de qualité sur le territoire. Alors,
Qui payera? L'ARS, la région et combien? Si le président de la communauté de communes élude pour l'heure ces questions, il s'enthousiasme pour cette médecine qu'il qualifie du futur, qui pourrait bien faire son nid au pays de Beach grâce à un investissement de la CCPB, le déploiement de la fibre. Un équipement qui permettra peut-être à l'avenir de relier les médecins des villes aux patients des champs. C'est pas du tout nouveau, mais ça a beaucoup d'avantages. La désertification médicale, c'est un thème qui s'est peut-être invité dans le grand débat national. De nombreuses réunions ont été organisées dans toute la France et notamment dans le secteur. Et vous pouvez encore apporter votre contribution en ligne jusqu'à lundi sur le site granddébat.fr. Est-ce que vous êtes intéressé au grand débat? Qu'est-ce que vous en pensez? On vous a posé la question. Est-ce que vous avez participé au débat national? Non, non. Je dis franchement, ça ne m'intéresse pas parce que ce gouvernement-là, je dis rien. Je préfère. Non, pas forcément. Pourquoi ça ne vous intéresse pas? Disons que je suis un peu déçue des décisions qui sont prises parce que de toute manière, on a beau faire, il n'y a rien qui bouge et je trouve que c'est pas à nous, la population, les civils, les simples, de faire. Je trouve que les gens qui ont le pouvoir devraient se mettre à notre place parce qu'un jour ils l'ont été. Donc pourquoi est-ce qu'eux ne le font pas? Ça ne m'intéresse pas. Il n'y aura quand même pas de solution à la fin. Non, pas directement, mais par Internet, oui. Exactement, à la commune de Sturzelbronn, organisée par le maire de Sturzelbronn, voilà. Ça s'est bien passé. Il y avait aussi la députée, voilà. Non. Pourquoi? Ça ne m'a pas intéressé du tout. Au grand débat, non. Non? Non. Pourquoi? J'étais pas au courant. Non, franchement, j'étais pas au courant. Quelles ont été vos contributions? Ma contribution était surtout politique. C'est-à-dire que l'intercommunalité et tout ce qui est comité d'agglomération devrait être élu au suffrage universel et non pas au suffrage proportionnel comme c'est le cas actuel. Et donc ça donnerait quelque chose de plus participatif. Et ça donnerait aussi la parole aux citoyens davantage. C'était ça mon choix. Est-ce que vous avez soumis des propositions? Ben oui, on a parlé de choses et d'autres, mais sans plus, voilà, c'est ça. Est-ce que vous pensez que ne serait-ce que les propositions qui ont été faites vont être prises en compte? J'espère quand même, parce que pour nous ça serait peut-être mieux, parce qu'ils disent que les retraités ont tellement d'argent. Vous savez, avec 609 € et travailler pendant 36 ans, j'estime que c'est pas payé. J'ai quand même travaillé 36 ans, je trouve que c'est quand même rien, 609 €. Heureusement que j'ai un mari qui a encore travaillé pour moi, parce que sinon j'aurais rien. Comme je dis toujours, je serais sous un pont. Mais écoutez, c'est vrai. Dans un instant, nos invités vont nous faire découvrir le raid Amazon. On donnera aussi la parole aux internautes et puis on terminera cette émission à la rencontre des arboriculteurs. A tout de suite. L'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5 h du matin à 22 h. Ici, je verrais bien du carrelage grand format. Cette terrasse sera parfaite une fois aménagée. Là, je me ferais bien une salle de bain chaleureuse et zen. Gerbert, passer du rêve à la réalité. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Avant, Marie était mal à l'aise en communauté. Mais depuis son passage à la passion de l'audition, elle n'est plus la même. Avec une solution adaptée, elle sort, voit du monde et peut même à présent apprécier les spectacles. Si comme elle, vous souhaitez changer de vie, rendez-vous à la passion de l'audition. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. À chaque fois un autre thème, c'est la question du jour sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. L'escalade, le breakdance, le surf font partie des sports qui vont faire leur entrée au JO. Quel autre sport voudriez-vous voir apparaître? Répondez-nous dans les commentaires.
Alors Marie-Morgane, nos internautes, ils en disent quoi? Ils veulent quel sport au JO? Alors le sport le plus cité, c'est la pétanque. Geoffrey, lui, aimerait voir son sport, le twirling bâton, représenté. Pour René, ce serait le saut en parachute. Et pour Sylvie, ce serait la capoeira. Kinet a écrit l'e-sport, probablement un sport d'avenir. En tout cas, en Corée, aux États-Unis et au Japon, c'est une discipline à part entière. Mais en France, on en est encore loin. Et enfin, Daniel a répondu la danse. Les couples évoluent devant un jury et se produisent en dansant valse, tango, rock, etc. et sont notés et classés. Alors, à chaque édition des Jeux Olympiques, il y a de nouveaux sports qui sont intégrés au programme. Alors, en 2020, à Tokyo, il y aura notamment le surf, l'escalade et le skateboard. Et il y a déjà d'autres sports qui sont en lice pour intégrer la compétition à Paris en 2024. Alors, ça devrait faire plaisir à nos internautes, puisqu'il y aura peut-être la pétanque. On y retrouve aussi le billard, le ski nautique ou encore peut-être le breakdance. Et le breakdance, ça a justement inspiré le sondage du jour. Oui, en story, on vous a demandé si vous aimeriez voir le breakdance intégrer les JO. Alors pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop intéresser nos internautes. Ils ont répondu à 65% non. Alors on reparlera justement de breakdance tout à l'heure, mais on va d'abord s'intéresser aux raids Amazon. Elles sont là pour ça, elles sont venues nous en parler parce qu'elles sont prêtes à se lancer dans l'aventure. Ce raid, c'est complètement multisport. Oui, c'est ça, c'est vraiment plusieurs sports sur une semaine. Chaque jour, on va faire un sport différent, donc que ce soit de la course à pied en trail, du VTT, canoë, tir à l'arc, course d'orientation, tout ça. Ok, et puis alors spécificité, mais ça on l'aura compris déjà à travers le nom du raid, le raid Amazon, c'est réservé aux femmes. C'est ça. Ça change le fait que ce soit une épreuve uniquement féminine, ça influe ça? Je pense qu'il y a une partie de solidarité féminine qui est encore plus puissante. On le voit déjà sur le groupe Facebook du RAID. Il y a vraiment un échange à part entière des femmes parce que voilà, elles ont leur boulot, la maison à gérer et en plus le sport à côté et tout ça. Alors justement, toutes les deux, Céline, Julie, vous êtes kiné, vous êtes super sportive. En même temps, c'est un sacré challenge. Est-ce que vous avez l'habitude? Est-ce que vous vous êtes lancé dans un entraînement particulier pour cette épreuve? Oui, on s'entraîne un peu plus quand même, et plus spécifiquement à des sports dont on a moins l'habitude, comme le VTT ou le canoë. Mais nous, depuis qu'on se connaît, depuis l'école de kiné, en fait, on a couru ensemble quasiment tout de suite. Donc depuis maintenant 7 ans, on court régulièrement au quotidien. Et là, l'idée, c'est d'aller courir à l'autre bout du monde. Du coup, pour y aller, vous êtes lancé depuis hier un défi via les réseaux sociaux. Votre idée, c'est de faire 1000 massages avant le raid. Alors, d'accord, vous êtes kiné, c'est votre métier, mais quand même, c'est quoi cette idée de faire 1000 massages avant le raid ? Ça vient de toi, je te laisse expliquer. Je me suis dit que c'était un chiffre assez percutant, 1000 massages. Et en fait, à 5 €, ça nous permet d'avoir du coup une somme qui serait, si on arrive ce défi, à de 5 000 €, qui nous permettrait vraiment de financer une grosse partie de notre inscription. Et en plus, on espère donner des bénéfices donc, à l'association qu'on soutient, Kiné du Monde. Oui, l'idée, c'est aussi un objectif humanitaire, c'est pas seulement le défi sportif, c'est ça ? Tout à fait. Bon. Il y a un classement quand même, vous avez une idée combien il y a de... Parce que c'est forcément en tandem ce raid. Alors on est soit en binôme, soit en trinôme. Et sur la ligne de départ, on est 280 concurrents en tout. Donc il y a un classement. La première équipe de binôme et la première équipe de trinôme vont justement avoir 1 000 € pour leur association. Et donc votre association, c'est Kiné du Monde. La base de tout ça, c'est déjà de réussir à y participer, parce qu'on le disait, c'est à l'autre bout du monde, c'est au Vietnam. Donc il faut y aller, ça a un coût. Vous cherchez à réunir combien d'argent ? Il nous faut 8 000 € pour pouvoir être préinscrite. Et en tout, c'est 9 500 € pour toutes les deux qu'il nous faudrait. Donc du coup, vous organisez aussi des événements, les gens vont pouvoir y participer au fur et à mesure, on pourra tout voir sur votre page Facebook. Et puis, tant qu'à faire, profitez-en, vous êtes à l'antenne, il y a des entreprises aussi qui pourraient vous sponsoriser. Oui, nous vous laissons nous contacter sur nos réseaux sociaux, sur notre mail si jamais.
Et nous sommes ouvertes à tout. Même si vous voulez participer au challenge des 1000 défis, nous faisant venir et intervenir dans votre entreprise pour masser vos salariés, pourquoi pas, hein. Et tant qu'à faire, ça serait le bien-être au travail en même temps. Et donc, pour vous soutenir, pour vous suivre dans cette aventure, rendez-vous sur la page Facebook Les Kinettes s'entraident. Merci beaucoup à toutes les deux. Et puis, on espère avoir des images de vous dans quelques mois au Vietnam, au fil de votre exploit. C'est ça, on espère aussi. On va parler maintenant d'un autre sport. En fait, c'est un fan qui va en parler lui-même, puisque chaque mardi, ce sont les jeunes qui sont mis à l'honneur. Alors Marie-Morgane, aujourd'hui, tu nous présentes qui ? Alors c'est Ryan qui nous a envoyé une vidéo pour nous parler de sa passion, et je pense que lui aimerait beaucoup voir le breakdance intégrer les Jeux Olympiques. Regardez. Je m'appelle Ryan, j'ai 16 ans et demi, et je suis un élève au lycée Simon-Lazare. Donc ma passion, c'est la danse, plus précisément le breakdance. Ça m'aide beaucoup à me défouler, à exprimer ce que j'ai envie de dire, parce que pour moi la danse c'est l'art de dire, de parler sans dire un mot. On parle à travers ces mouvements. Je m'exprime à travers ma danse, les sentiments que j'ai au fond de moi. Merci Ryan, et toi aussi envoie-nous tes vidéos pour nous parler de ta passion. Il suffit de raconter en quelques mots ce que tu aimes et ensuite de prendre quelques images. Tu peux nous envoyer le tout par mail ou alors via WhatsApp au 06 81 82 40 33. Merci Marie-Morgane. Avec plaisir. Le printemps arrive, du coup les arboriculteurs sont au travail dans les vergers pour finir la taille d'hiver avant le débourrement. Flora vous attend au verger de Neunkirch pour en savoir plus sur l'arboriculture en Moselle et apprendre à bien s'occuper des arbres fruitiers. On vous laisse en sa compagnie en vous souhaitant une très bonne journée. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro On Tour consacré à l'arboriculture. En cette période de l'année, c'est le moment idéal pour aller faire un tour au verger. Et c'est ici, à la Maison des arboriculteurs de Neunkirch, qu'on va récolter toutes les informations utiles. Mais d'abord, je vous propose de faire un point sur l'arboriculture en Moselle. L'UDSAH, ou Union départementale des syndicats et associations arboricoles et horticoles des récoltants familiaux de fruits et producteurs d'eau de vie naturelle de la Moselle, a vu le jour en 1932. Le but premier était de rassembler et de défendre les petits bouilleurs de cru du département. Jean-Paul Pruvot est le président de l'UDSAH depuis 2005. L'Union regroupe aujourd'hui 137 syndicats regroupés en 4 fédérations et disposant d'une soixantaine de vergers collectifs. Les nombreux arboriculteurs de ces syndicats sont des amateurs avertis. Ils participent aux travaux dans les vergers collectifs et disposent de vergers privés qu'ils entretiennent pour le plaisir. Et oui, l'arboriculture pour la plupart est un loisir. Et il y a une récompense aux soins prodigués aux arbres fruitiers, la récolte. Plus ou moins abondante selon les années, le travail des arboriculteurs est d'obtenir les plus beaux fruits et de favoriser une bonne production. Ceci dit, Dame Nature n'en fait souvent qu'à sa tête et les années se suivent mais ne se ressemblent pas. L'objectif de l'arboriculture familiale, c'est d'obtenir de beaux fruits pour la consommation de la famille ou des amis. La récolte dans les vergers collectifs, quant à elle, est destinée à la vente. C'est ainsi, et avec le concours des collectivités, que les syndicats arboricoles ont pu financer nombre d'équipements, machines performantes d'extraction de jus ou alambics de dernière génération. Des équipements mis à la disposition des particuliers qui peuvent transformer leurs fruits. 2018 a été une année exceptionnelle en termes de production de fruits. Les extracteurs de jus et alambics ont fonctionné à plein régime dans tout le département. Jean-Claude Moulet, bonjour.
Très heureux d'accueillir Mosaïque. Merci beaucoup. Vous êtes le président des arboriculteurs de Neunkirch. Tout à fait. Nouveau président d'ailleurs. Tout à fait, depuis le 6 février. Alors expliquez-moi, là on se trouve dans vos nouveaux locaux. Tout à fait. C'est quoi leur histoire à ces locaux? Alors ces locaux font suite à un local qui aurait pu dater du Moyen-Âge et qui, grâce à l'opiniâtreté de mon prédécesseur, ont fait l'objet de travaux en 2017 et nous ont été livrés de manière à ce que nous puissions travailler dans un confort que nous n'avions pas. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors qu'est-ce qu'il y a de plus? D'abord un atelier qui est assez ample et qui est capable d'accueillir l'ensemble de nos outils, d'avoir des locaux qui sont des locaux conviviaux, une petite cuisine, des sanitaires et bien entendu un bureau qui nous permet d'assumer la gestion de l'association. C'est ce qu'il n'y avait pas avant. C'est ce qu'il n'y avait pas avant. D'accord. Alors au niveau du syndicat arboricole, de qui et de quoi il est composé? Alors le syndicat arboricole, d'abord sur le plan, j'allais dire, des moyens, on a obligatoirement un verger collectif. Ce verger collectif comporte environ 245 arbres. Ces 245 arbres sont d'essences différentes. On a des pommiers bien sûr, des cerisiers, des poiriers, des pruniers, des mirabelliers. Et donc c'est un éventail d'essences qui permet d'honorer les besoins et les affections de chacun. Ça fait beaucoup de travail. Ça fait beaucoup de travail. Est-ce qu'on peut commencer la visite? Mais certainement. Allez-y, je vous suis. Guidez-moi. Alors, nous sommes ici dans la salle de réunion et nous avons les facilités, c'est notre petite cuisine. Ensuite, bien entendu, on se propulse vers les éléments techniques. Nous avons des commodités, un petit réduit qui nous permet de placer nos outils, un bureau, et puis nous accédons maintenant à la section technique proprement dite. Alors là, on se trouve où exactement? Nous nous trouvons dans le local technique et vous y voyez l'ensemble des éléments qui constituent le labeur que nous faisons, c'est-à-dire le jus de fruits, et vous voyez des alambics d'ancienne génération, un certain nombre de cuves, des stockages, car bien entendu, nous faisons à peu près 60 tonnes de pommes que nous, bien entendu, nous pressons afin de donner environ 30 000 litres de jus de pomme qui bénéficient, bien entendu, à l'ensemble de la population. Et ici, ça sent très fort le jus de pomme, hein. Ça donne envie en tout cas. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, vous voyez, les stocks sont absolument vides. Il n'y a plus que des bouteilles vides et puis des caisses vides. Et nous espérons, bien entendu, que l'année sera bonne. Voilà, il va falloir patienter encore un petit peu. Alors, en tant que nouveau président, c'est quoi vos défis, les nouveaux défis à relever? Alors, vous voyez, on a encore des moyens qui sont vétustes. Et c'est beaucoup d'argent, ça coûte très très cher. Oui. Et donc il va nous falloir épargner dans les années qui viennent, de telle façon à ce que nous puissions moderniser cette salle, en l'occurrence changer de pressoir avec des tapis roulants, etc. Donc des moyens qui permettent de réduire le nombre de charges et les heures de charge des personnels qui restent là et qui font acte de bénévolat. Effectivement. Et il y a encore une salle importante, c'est l'alambic, il me semble. Alors, c'est un écrin qu'on nous a construit. Un écrin contient toujours un joyau. Oui. Et je vais vous proposer d'aller le voir. Eh bien, allez, je vous suis. Ah, voilà l'alambic. Eh bien, je vous ai parlé d'un écrin. Oui. Eh bien, vous voyez, il y a le joyau qui est là. C'est notre bijou, celui qui vient d'être installé il y a 15 jours, 3 semaines. D'accord. Et vous pouvez constater qu'il est entouré. Oui, qu'est-ce qui se passe ici en fait? Il y a une grande curiosité d'ailleurs. Les gens sont là parce qu'ils sont en cours de formation. D'accord. Et c'est un outil qui nécessite beaucoup d'attention car il est très moderne. Ce sont des formations qui sont très demandées? Très demandées, puisque l'essence même d'un arboriculteur, c'est de tirer le maximum de profit de ses fruits. Effectivement. Et ces formations, elles sont dispensées par l'UTSA. Alors moi, tout à l'heure, j'ai rendez-vous pour un cours de taille, mais je vous laisse découvrir quelques exemples de cours. Regardez. Sur les 10 mètres, on va dire, que j'ai, je peux planter 9 ou 10 arbres, en sachant que je peux mettre des arbres qui... Avant de récolter, il faut planter et savoir quoi planter, dans quel sol. L'UDSAH propose chaque année un cycle de cours d'arboriculture de niveau 1 qui se déroule en 8 matinées de janvier à juin. Au programme, comprendre la composition du sol, la vie d'un arbre, sa plantation, sa taille, son cycle de vie, la greffe et la conservation des fruits après récolte. On fait un peu de phyto. Bon, le phyto, c'est
on va dire que c'est presque terminé. Il n'y en aura plus, ça sera des produits bio avec des purins, des choses comme ça. Romain Salin est moniteur de l'UDSAH depuis 2012. Comme la vingtaine d'autres moniteurs de l'Union, il a suivi 2 ans de formation pour pouvoir transmettre ses connaissances au plus grand nombre. Même si l'on n'a que 3 arbres dans son jardin, la formation de niveau 1 des arboriculteurs est une bonne base pour se débrouiller correctement et tirer le meilleur de ses fruitiers. Je pense que c'est un plus, parce qu'on voit la chose différemment. On sait comment tailler, ou voilà, c'est un petit plus. Parfois on voit des pucerons, on voit des trucs, et puis tout ça c'est vu dans les cours, donc on a un avantage de... Les cours ne sont pas toujours que théoriques. Durant les 4 heures de séance, une partie d'enseignement sur le terrain est prodiguée pour un meilleur apprentissage. Les cours ont lieu dans différents lieux du département pour permettre à chacun de trouver une formation près de chez lui. Dans l'arrondissement de Sarreguemines, Romain officie à Walchbronn avec une poignée de participants. À Neunkirch, ils sont une vingtaine à écouter les conseils avisés de Jean-Paul Pruvot. Et la même formation est proposée à Roth et à Rohrbach-Lebitsch avec d'autres moniteurs. Donc à ce moment-là, vous le laissez pousser. Maintenant, si tu prends du franc, lui, il va faire 8 mètres. Un poirier, durée de vie, 350 ans. Un second niveau de formation est également proposé, ainsi que des formations spécifiques, comme la distillation ou les rosiers. Et je suis maintenant avec Jean-Paul Pruvot. Vous êtes président de l'UDSA. Alors déjà, de manière générale, comment se porte l'arboriculture en Moselle ? L'arboriculture se porte, je dirais, relativement bien au niveau des amateurs, puisque chaque année, il y a des commandes d'arbres fruitiers pour la réhabilitation, soit pour des vergers, et vous pouvez avoir des commandes qui sont relativement importantes, avec plantation, soit dans des vergers, soit dans des champs, plein champs, collectifs, et puis chez des particuliers. Alors c'est quoi les missions de l'UDSA ? Il y a à la fois la formation, la préservation, expliquez-nous un petit peu. Alors il y a effectivement la réhabilitation de friches, ensuite il y a la création de vergers, et puis il y a tout ce qui concerne les cours d'arboriculture où on apprend à toute la biologie, toute la vie d'un arbre, ainsi que les maladies et la taille. Et alors là, par exemple, en ce moment, à cette période de l'année, qu'est-ce qu'il y a à faire au verger? En ce moment, c'est la taille d'hiver. D'accord. Donc il faut tailler avant que le bourgeon éclate. Et ça, c'est une étape essentielle. C'est une étape qui est importante lorsqu'on veut lui donner une forme, puisque en ce moment, c'est la taille ou de formation ou la taille de fructification. Pour tout ce qui est arbre à pépins, puisque normalement, on devrait déjà avoir fait la taille des arbres à noyaux. D'accord. Est-ce que vous voulez bien me montrer ce que c'est cette histoire de taille? Bien volontiers. Allez, on y va, on va par là. Alors là, on se trouve devant notre arbre. Déjà, c'est quoi comme arbre? Alors, justement, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous... Il y a trop de variétés ici. Oui, en fait. Oui, il y a énormément de variétés, donc je ne peux pas vous le dire parce que vous pouvez avoir, par exemple, dans les cerisiers, vous pouvez avoir 20 ou 30 variétés. Donc je ne peux pas vous dire... comme ça, en regardant l'arbre sans fruits. Simplement, quand on va tailler les arbres, ce qu'il faut, c'est savoir reconnaître les bourgeons. D'accord. Donc là, on a beaucoup de bourgeons à bois. Oui. Ce sont des jeunes arbres, ce sont ce qu'on appelle des demi-tiges, donc entre 1,60 m et 1,80 m de hauteur. Vous avez le gobelet et puis ensuite il faut commencer à tailler pour le former. Qu'est-ce qu'on taille alors? Qu'est-ce qu'on doit enlever? Eh bien, il faut enlever tout ce qui est à l'intérieur de l'arbre. D'accord. Donc là, on enlève déjà, on défourche. Celui-là, à la limite, on peut le prendre par là-haut. Ensuite, celle-ci par exemple, oui. Celle-ci qui est à l'intérieur, on l'enlève. Celle-là qui est puissante, qui va commencer à pomper la sève, donc on va la tailler beaucoup plus bas. On enlève quand même beaucoup là. Hein? Oui. Il faut que le soleil puisse rentrer. Ensuite, ici, on défourche, c'est pareil. Et puis la troisième charpentière, on va donc... Là, on laisse ça. Voilà. Et alors pourquoi c'est important de tailler maintenant? Alors il faut tailler maintenant avant
le débourrement, c'est-à-dire avant le grossissement des bourgeons. Sinon, on affaiblit l'arbre. D'accord. Donc il faut tailler maintenant. Alors, pas toutes les variétés, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, les fruits à noyaux devraient être taillés tout de suite après la récolte. Après la récolte, on devrait commencer. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir toutes ces informations-là? Le mieux, c'est de participer à un cours. Absolument. Comment on fait? Sur notre site internet, vous avez les tableaux avec les cours, ainsi que les centres, et le programme, ainsi que les moniteurs et les endroits exacts où auront lieu les cours. Voilà, de quoi récolter tous les bons conseils. Super. Alors on va parler de toute autre chose maintenant. Vous avez certainement pu observer en automne dernier un phénomène un petit peu insolite. Certains arbres avaient à la fois des fleurs et des fruits en même temps. Mais rassurez-vous, il y a une explication. Regardez. Quand Dame Nature mélange ses pinceaux, on assiste à des spectacles plutôt surprenants. Ce pommier porte ses fruits de l'année et des fleurs comme au printemps. Ces images datent de début septembre 2018. Cette floraison prématurée n'est pas exceptionnelle ou signe d'un décalage de saison. On peut observer ce phénomène sur d'autres arbustes à floraison printanière. Ceci indique uniquement que l'arbre a subi un stress. Ici, la chaleur et la sécheresse de l'été ont provoqué un arrêt végétatif. Dès les premières pluies d'automne, il a repris son cycle de vie et a refleuri. Voilà. Ça c'est bon, c'est correct. Ok. Voilà. Alors concrètement, là Jean-Paul, la saison démarre. Est-ce qu'on peut espérer une aussi belle saison que l'année dernière? Alors ça c'est moins sûr. Hein. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte au niveau du climat, du temps, de la floraison, des abeilles, puisque hier soir j'ai appris que dans certaines régions il reste plus que 30% d'abeilles, il y en a 70% qui sont mortes. Et l'abeille pollinise quand même à 70%. Donc il y a je ne vais beaucoup pas vous faire un encore. pronostic. Ouais. Voilà. D'accord. Et puis ce qui compte aussi, c'est le travail de l'arboriculteur, évidemment. Absolument. Normalement, tous les jours, le retraité devrait être dehors. Voilà, un conseil à noter. Merci en tout cas d'avoir été l'un de mes guides et mes instructeurs aussi aujourd'hui. Hein. Et puis j'espère que vous avez noté tous les bons conseils. Nous, on va y retourner hein, parce qu'il y en a un paquet à faire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.